Bonjour à toutes et tous, et soyez les bienvenus ici à Salgesch, comme on dit en allemand, Salkenen en français, pour le 3e épisode de La Région qui rayonne. Aujourd'hui, nous franchissons la Raspi pour partir à la rencontre de la directrice du musée du vin, Anne-Dominique Zuffray. De nature discrète, cette passionnée de la vigne nous accueille dans son musée pour nous parler d'elle, de ses projets et de son lien avec la région Sierre. Bonjour. Salut Ando. Bonjour Julia. Ça va? Je te fais la Toi? bise. Nickel, bien. Donc tu Bienvenue. nous accueilles un peu chez toi ici. Oui, un peu chez moi, dans le sens où voilà, tu arrives au musée du vin à Salkenen. Ouais. En effet, alors je me réjouis de faire cette petite balade avec toi. Ouais, mais avec plaisir. Ça fait cette combien de petite temps tour. juste que tu es directrice ici? Alors, ça fait exactement 20 ans en fait. J'ai commencé en l'an 2000. J'étais partie pour une dizaine d'années et puis voilà, puis les projets se font à long terme et puis j'y suis encore jusqu'à la fin de l'année en fait. Ah, Voilà. donc tu arrives au terme de J'arrive à la retraite. ton Voilà. mandat. Oui. Après, tu dois redonner les clés. Oui, je te rends les clés, ouais. Ah ouais. Mais je pense que c'est... Moi, j'ai confiance, je fais confiance aux jeunes, donc je pense que c'est bien qu'il y ait de nouvelles idées. Au niveau de la recherche, la succession, elle est assurée, parce que ça, c'est un élément du travail de musée que je trouve important. Donc, je fais confiance, puis je me réjouis de voir comment tout ça va se développer. Cool. Ouais, tu peux nous faire peut-être une petite visite du musée. Et puis là, on arrive dans la première salle directement à droite. Oui, alors Cette maison, elle est assez incroyable d'ailleurs. Je sais pas si c'est... Elle date de quelle année à peu près? Alors, cette maison, en fait, elle remonte au Moyen-Âge. Elle a été construite en plusieurs étapes, avec une partie qui a été construite d'abord au XVIe, et puis des ajouts au XVIIIe. Et puis, elle est bien plus grande que ce qu'on imagine en entrant, en fait. Donc, c'est intéressant pour nous, parce qu'on a une belle surface d'exposition. On a à peu près 800 mètres carrés. D'accord. Mais quand tu arrives à l'extérieur, tu as l'impression d'arriver dans une petite maison. Et puis, elle a été occupée par plusieurs familles. On le voit aussi à l'agencement. Et puis là, à l'entrée, tu n'auras peut-être pas remarqué, mais en fait, il y a le manteau d'une cheminée, en fait. C'était la j'ai pas cuisine à l'époque. D'accord. Mais c'est vrai, quand on rentre, on se dit c'est tout petit ou Oui, où est-ce qu'on non, va aller? pas tant que ça. Mais par contre, le plancher, il est encore d'époque. Hein, Voilà. Puis ici, c'était la salle à vivre, en fait, hein, où on mangeait, on dormait, avec ce petit espace là derrière qui servait quelque part de garde-robe, de garde-meuble. Mhm. Et puis, toute une famille pouvait vivre dans ce petit espace-là. Et là, maintenant, c'est une salle avec des casques romains. Oui, ici on est dans la salle Histoire de la vigne et du vin. C'est le plus gros projet qu'a mené le musée, qui a abouti à cette plus grande publication Histoire de la vigne et du vin en Valais. On a travaillé avec une trentaine de chercheurs. C'était un gros budget, 1,2 million. Et puis on a travaillé, le casque romain, c'est en fait une allusion aux légendes qui étaient véhiculées, qui nous ont fait toujours penser que la vigne était arrivée en Valais grâce aux Romains. Alors, les Romains ont certes amené des techniques, amené des cépages, mais on sait depuis nos recherches que la vigne existait depuis environ 500 avant Jésus-Christ. Et c'était une découverte importante parce que tout à coup, ça mettait en lumière une époque, l'époque des Celtes, où on pensait qu'en fait, il n'y avait pas de vigne. Et on en a trouvé des traces sous deux formes, en fait, des pollens dans le lac de Montorge, et puis des pépins de raisin sur le site de Gamsen, qui datent à peu près de la même époque et qui attestent les deux d'une première apparition de la vigne et de la viticulture en Valais avant les Romains. Donc cette découverte, elle a été faite grâce à vos travaux de Oui, recherche. et tout à fait, on n'était pas du tout parti avec cette hypothèse-là, mais mes collègues archéologues avaient proposé qu'on travaille avec des archéobotanistes. Et les archéobotanistes analysent les restes végétaux dans les sites archéologiques. Et puis, grâce à des méthodes modernes, comme l'analyse de carbone 14, par exemple, eh bien, on peut mieux dater ces éléments-là. Puis, on a fait des progrès énormes ces 50 dernières années. Là, je suis gentille. Et puis, ça a bouleversé bon nombre de connaissances. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet qui me passionne assez. Tu vois peut-être dans la vitrine là-bas, ce tout petit tube derrière la loupe, c'est des pépins de raisin. Mais en fait, c'est l'objet, c'est le plus petit objet qui se trouve dans le musée, mais c'est le plus grand symboliquement parce que c'est lui qui a mené à des révolutions en fait dans la manière de penser les choses. Et puis, ces amphores, elles sont aussi intéressantes.
Alors, elles datent de l'époque romaine, ça c'est clair, mais elles montrent une chose, elles proviennent en fait de tout le bassin méditerranéen. Et en Valais, on importait du vin, alors de Gaule, d'Espagne, de France, de Crète, mais aussi d'Afrique du Nord et même de Gaza. Et je trouve intéressant parce qu'on a l'image quand même du Valais comme un pays complètement fermé, sans connexion avec le reste du monde. Ben là, on voit déjà qu'on s'intéressait au monde extérieur. Il y avait une vraie ouverture. Oui. Il y avait une vraie ouverture. Et puis, ces amphores, elles sont aussi intéressantes par rapport aux pépins de raisin, c'est qu'avant, on datait l'arrivée de la vigne en Valais de manière indirecte. C'est-à-dire qu'au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, dans les tombes, les archéologues observent qu'il y a une diminution du nombre d'amphores. Donc, on importe moins de vin, mais les Valaisans ne boivent pas moins. Donc, ça veut dire qu'il y a une production locale et donc une importation qui baisse. Donc c'était une méthode de datation de la vigne et de l'arrivée de la vigne qui était indirecte. Et puis, c'est une démonstration qui a permis de confirmer l'hypothèse de base. Et puis, c'est marrant, donc toi tu as une formation plutôt liée à la vigne ou à l'archéologie alors? Ma formation de base en fait c'est biologie. Moi j'ai une licence en sciences naturelles, ça s'appelait comme ça à l'époque. Donc j'ai une formation large en sciences, mais en sciences plutôt dures. Et puis je travaille avec des archéologues, des historiens, des ingénieurs, des géographes selon les projets. Moi j'aime vraiment beaucoup les recherches interdisciplinaires. J'aime croiser les regards. Je m'intéresse énormément à l'art contemporain et à l'archéologie. Moi je suis plutôt quelqu'un qui est une généraliste qu'une spécialiste. Donc moi j'ai aimé travailler dans nos recherches avec toutes ces équipes différentes. Tu as un peu le rôle de coordinatrice de projet, mettre en action les gens. Oui, clairement. Je mettais les gens ensemble, j'ai dirigé les projets, je les ai initiés. Les idées, elles ne sont jamais venues toutes seules, c'est souvent en discutant avec les uns les autres. Souvent une table de bistrot, hein. Moi je crois beaucoup aux apéros après les séances. Hein. Souvent c'est là qu'on trouve les idées, c'est là que se mettent en place les projets. On est d'accord là-dessus alors. On est complètement d'accord là-dessus. C'est le moment de rencontre informelle, il faut les aménager. Par rapport à ces revues dont tu parles, tu as des exemples à nous montrer ou je sais pas, vous avez fait beaucoup de revues avec le On a fait beaucoup de publications, oui. Ouais. Alors vous avez une salle qui est dédiée à ça? On a une boutique à l'entrée. Une boutique? Oui, oui. Bah, si tu veux, on n'a pas de salle dédiée à ça parce que cette salle de laquelle on sort maintenant, qui est consacrée à l'histoire, eh bien, c'est la salle qui illustre ce gros livre Histoire de la vigne et du vin, qui a été publié en 2008 déjà, traduit en allemand. Plus de 10 ans maintenant. Oui, et qui était un best-seller en Valais. En fait, on l'a publié à 6000 exemplaires en français, 2000 en allemand, il nous en reste à peu près 200 de chaque. Donc c'était un franc succès. Il y a un autre livre aussi, une autre publication qui a vraiment trouvé son public un grand intérêt, c'était le livre sur les murs en pierre sèche. On a beaucoup parlé de ce projet de conservation, de restauration des murs en pierre sèche avec des projets importants au niveau de l'état du Valais. Et puis nous, on a cherché en fait à réunir des spécialistes pour en savoir plus autour de l'ethnologie, de l'histoire, qui sont les bâtisseurs, comment on construit ces murs, est-ce que c'est vrai qu'on utilisait les murs, les pierres des alentours pour construire les murs. On est allé aussi regarder avec les biologistes, qu'est-ce qu'on trouve comme espèces vivantes, animales, végétales dans ces murs. C'était un projet passionnant. En fait, le musée du vin, il a aussi un rôle de conservation du patrimoine. Et on va peut-être y venir après, mais moi, quand je vois ce livre sur les murs en pierre sèche, ça me fait penser au sentier viticole qui relie les deux parties du musée. Oui. On retrouve ces murs en pierre sèche, il y a des explications notamment. C'est vraiment une mission que vous avez. La conservation du patrimoine, c'est la mission de base du musée. Hein. Le musée conserve des objets, mais il conserve des objets non pas parce qu'ils ont une valeur ou qu'ils sont beaux, il conserve des objets parce qu'ils sont témoins d'une histoire. Et notre travail, c'est de veiller à la préservation de ces objets et de les transmettre aux générations futures dans les meilleures conditions. Et puis, la conservation des objets, c'est une chose. Maintenant, ces objets, on doit les documenter. On fait des recherches scientifiques, on en a beaucoup parlé là, souvent interdisciplinaires, autour de ces objets pour pouvoir les remettre dans leur contexte historique, ethnographique, économique. Puis notre troisième mission, c'est ces recherches, il ne faut pas qu'on les garde pour nous. On doit les diffuser, on doit les faire connaître au public. Donc c'est pour ça qu'on organise des expositions temporaires, qu'on fait des publications, on organise des colloques, des conférences, des projets avec les écoles, des choses comme ça. Et c'est vrai que souvent, je me rends compte que les gens confondent la collection privée d'un musée. Une collection privée, ce n'est pas un musée. Le musée a une autre dimension, en fait. Conserve des objets, mais les documente. Tout à fait.
D'ailleurs, en parlant d'exposition et puis finalement d'ouverture du musée, on peut venir quand visiter le musée ici à Salguesch? Alors, le musée à Salguesch va rouvrir le 1er mars. Il est ouvert du 1er mars au 30 novembre. Et puis à Sierre, on va ouvrir le 14 mars une exposition temporaire, une nouvelle. On en fait une par année. Et cette année, en fait, la thématique tourne autour de la vigne et de la nature. Donc, c'est un thème très actuel, mais avec une vision de scientifique. De nouveau, plusieurs regards. On a des biologistes, on a des historiens, on a des ingénieurs, des biologistes. C'est pas du tout une expo polémique qu'on veut, mais c'est une réflexion autour de la nature. Qu'est-ce qui est naturel dans la vigne, qu'est-ce qui l'est pas? Et puis on voit tous les efforts que font les vignerons aujourd'hui pour respecter mieux l'environnement, avec des difficultés. Mais on essaie de documenter ça, puis on donne la parole à plus d'une quinzaine d'auteurs en fait, qui ont des choses à dire sur ce thème-là. Magnifique. Mais par rapport à ça, ça me fait penser, tu as quand même en plus une place particulière. Tu connais bien ce travail des vignerons par ta situation familiale notamment. Alors oui, bon, je suis l'épouse de Maurice Dufray, qui est vigneron caveur à Murat, effectivement. Et puis c'est vrai que c'est Isabelle Rabou qui est venue me chercher il y a une vingtaine d'années pour m'occuper du musée. Mais c'était marrant parce que j'avais déjà commencé une formation en muséologie dans le cadre des caves de Courtène, parce que j'ai travaillé de manière bénévole longtemps avec Rachel Pralon et puis toute une équipe de la Jeune Chambre économique d'ailleurs au début, autour des caves de Courtène où on organisait des festivals de théâtre et puis des expositions. Et puis ce milieu de la culture m'intéressait beaucoup et j'avais suivi un cours de muséologie, ce qui tombait parfaitement bien puisque voilà, le lien avec la vigne effectivement d'un point de vue familial et puis la culture de par mes activités de l'époque. Donc voilà. Mais ça veut dire que toi tu mets pas trop le nez dans les affaires à Maurice pour la vinification et à l'inverse lui il te laisse faire ton expo. Tu laisses gérer tout ça. Oui, mais c'est particulier, parce que souvent, quand je me retrouve à table avec des gens puis qu'on me présente comme directrice du musée, la question suivante, c'est « tu pourrais pas nous commenter ce vin-là » Ben non. Moi, j'ai un autre regard, en fait. Je m'intéresse à l'histoire, à l'ethnologie, aux pratiques, aux outils, à l'évolution des outils. Mais tu me mets dans une cave avec une pompe, je sais pas quoi faire. Non, mais les garçons s'occupent de ça très bien, la cave. Les femmes aussi, on a de nombreuses collègues, enfin Marie-Thérèse Chapa, même des jeunes aussi, Madeleine Mercier, Sandrine Callot, enfin... Sarah Bess, on a vu. Complètement, oui. Mais chez nous, dans notre famille, voilà, il y a ceux qui s'occupent de la cave, puis ceux qui s'occupent de l'image ou de la culture autour du vin, quoi, parce que le vin, c'est pas qu'une boisson. D'ailleurs, là, on est dans une pièce où on voit que c'est pas que la boisson. Enfin, si tu veux nous commenter un peu cette pièce. Oui, alors on est dans la vigne, en fait, où on parle des vignerons. On s'est intéressé avec Mélanie Hugon-Duc, qui est anthropologue et qui a travaillé pendant plusieurs années au musée du vin, à ça, de savoir qui travaille la vigne, parce que longtemps, la vigne en Valais, ça a été une histoire de famille, en fait. On travaillait les vignes en famille. On va dire jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était un élément d'une polyculture basée sur le bétail, le travail des champs, des jardins. C'était souvent l'activité qui rapportait de l'argent. Oui. Et puis après, avec l'arrivée des industries, avec l'arrêt de la transhumance entre le Val d'Aniviez et Sierre, pour parler de la région, en fait, les gens, les polyactifs ont gentiment changé de travail. Ils sont allés travailler à l'usine ou bien même, ils sont devenus médecins, avocats. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont gardé quand même leur morceau de vigne. Ils ont abandonné le bétail, mais la vigne, ils l'ont gardée. Et puis pendant plusieurs années, on dira jusque dans les années 90, ça a commencé déjà à la fin des années 80. On les appelait les vignerons du samedi. Ils allaient travailler le soir, le week-end. C'était des amateurs, mais dans le sens de ceux qui aiment la vigne. Et puis maintenant, voilà, la société a changé. On vit dans une société de loisirs. Les gens gagnent mieux leur vie. La vigne rapporte quand même pas si bien, sauf si on la valorise. Je pense aux vignerons caveurs ou bien aux vignerons viticulteurs qui ont des contrats particuliers avec les caves. Donc tout ça a changé. Et puis moi, on s'est posé la question avec Mélanie, qui travaille la vigne aujourd'hui? Et puis en fait, c'est vrai que cette histoire de famille, elle s'est quand même bien estompée. Et puis on travaille bien avec des gens qui viennent de pays européens, comme le Portugal surtout, je dirais, les pays d'ex-Yougoslavie à une époque, moins maintenant. Et puis, donc ça, vous avez illustré en fait avec différents vêtements. Bon, on voit un costard justement, on voit plein de types d'habits qui représentent les vignerons d'aujourd'hui. Oui, alors c'est des habits en fait qui ne sont pas du tout anodins. On est allé les chercher chez des vrais ouvriers.
Le costard, on est allé le chercher chez un directeur de cave, en fait. Hein. Et puis, on a profité, en fait, sur chaque vêtement, on donne l'origine, la naissance et puis la qualification. Ici, par exemple, on explique ce que c'est un vigneron saisonnier, ou ici, ce qu'est un vigneron caveur. Alors, la tenue entre le vigneron caveur et le vigneron qui travaille la vigne, en fait, ils s'habillent pareil. Hein. Ils s'habillent pour aller à la vigne. Et c'est marrant, il y a aussi en allemand et en français. C'est peut-être quelque chose d'important à préciser, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans une région bilingue. Oui, alors d'ailleurs, le musée qui a été créé au tout début des années 90, il a été créé sur 2 sites, Sierre et Salkenen. Et puis avec le sentier viticole, tu en parlais tout à l'heure, qui fait le lien entre le Haut et le Bas-Valais, donc les 2 entités culturelles et linguistiques du canton. Parce qu'au début de l'histoire de ce musée, il y avait plusieurs villes et villages qui étaient candidats. Sierre et Salkenen ont choisi de présenter leur candidature ensemble. C'était Serge Sirot, Amédée Mounir à l'époque, qui étaient les 2 présidents de communes, et puis qui se croisaient souvent sur le sentier viticole et qui se sont dit, mais plutôt que d'être concurrents, unissons nos forces. Et puis c'est vrai que ce projet qui fait le lien entre le Haut et le Bas-Valais, c'était un projet qui était intéressant, qui a parlé en fait, et puis qui a remporté un succès, puis il existe toujours aujourd'hui. Il n'est pas à sa place, ce costard. T'as l'œil pour tout. Hein. Je te dis. Le sens du détail. Il y a combien d'étages en fait à ce musée? Je vois qu'on a des escaliers. Je ne saurais pas te dire. Il y a 12 salles, mais il y a des demi-niveaux, il y a tu vois des parties tout à coup, là tu vois les traces tu vois un toit, parce que cette maison a été agrandie. Donc, et puis quand je suis arrivée en 2000, en fait, la commune de Salkenen avait racheté la Grange Écurie qui est à l'arrière, qu'on a rénovée pour en faire maintenant la salle qui parle des pressoirs, de vinification. Et puis, ça a permis encore d'agrandir le musée, d'avoir des espaces supplémentaires. Bon, là, je vais baisser la tête. Il vaut mieux, c'est une ancienne maison. Alors, je ne sais pas si les gens étaient vraiment si petits que ça. Au Moyen-Âge, on le sait. Alors, ici, on est dans une salle qui parle des paysages. Voilà, j'en ai dit tout à l'heure qu'on avait fait une recherche sur les murs en pierre sèche. Hein. J'avais eu un immense plaisir de retrouver à cette occasion mon prof Marcel Bury, qui était prof de géologie à l'université. Et puis avec la petite équipe qu'on avait constituée, avec un ethnologue, avec un ingénieur, un photographe, on a couru le Valais pour aller voir de plus près ces murs et puis vraiment vérifier que les pierres utilisées dans les murs étaient réalisées avec les pierres du coin. C'était le cas. Vraiment. Et par contre, tout ça est en train de changer parce que d'une part, à l'époque, on récupérait les pierres qui étaient aux alentours, mais on avait aussi des carrières locales. Donc on avait, parce que la géologie du Valais, elle est très compliquée, hein, tu vois, ces couleurs sur cette carte. Et puis, alors maintenant, le nombre de carrières a diminué, donc on va utiliser des pierres comme celle-ci, la pierre de Saint-Léonard, qui est plus facile à travailler. Et puis tout à coup, tu vois un mur qui a été rénové dans une région où il y a plutôt de la moraine, puis tu te dis, ah, cette pierre-là, elle n'est pas du lieu. Il y a des évolutions, mais en même temps, il y a une prise de conscience que ces murs, ils sont très importants au niveau de notre identité. Ils ont une valeur paysagère très grande, une valeur patrimoniale, historique. Donc on est attentif à ça. Cette transmission de connaissances, elle est assurée. Il y a des actions qui permettent de garder la connaissance de la fabrication de murs en pierre sèche. Oui, alors nous on a travaillé dans ce sens-là avec notre projet, notre publication, et puis on s'est rendu compte en fait, on a commencé dans le chapitre ethnologie, à aller interviewer les anciens, dont on savait que c'était des spécialistes de construction de murs. Et puis on s'est dit, mais il faut qu'on se dépêche avant qu'ils disparaissent. Et puis en fait, plus on allait, plus on a entendu parler de gens plus jeunes qui ont appris et qui s'y sont intéressés. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont changé de métier. Je pense à Martin Lutz, par exemple, qui était ingénieur agronome. Et puis qui s'est pris de passion pour les murs en pierre sèche. Et puis lui, il travaille en donnant des cours de formation, donc la transmission de connaissances, elle se fait, où il travaille aussi avec des chômeurs ou avec des vignerons. Par exemple, dans le domaine Gérald-Besse, ça fait des années que Martin Lutz va chaque hiver et travaille avec les ouvriers, donc il leur montre comment faire, il travaille avec eux. Donc oui, alors définitivement, la transmission, elle se fait, elle est bien gérée, et ce grand projet de sauvegarde qui a été mis en place par l'État du Valais donne une garantie qui a donné vraiment un nouvel élan en fait à cette prise de conscience et à cette sauvegarde. D'accord. Alors on monte peut-être dans la salle des ethnologues. Ouais, on peut monter à l'étage.
t'ai pas demandé, Ando, mais toi, tu es d'origine siroise ou Fribourgeoise. fribourgeoise? Oui. Bon, officiellement maintenant à Niviard parce que j'ai pris l'origine de mon mari, parce que moi je suis pas une... Moi, je suis une féministe dans les faits, mais dans la théorie, ça. Voilà. Je suis fribourgeoise, en fait. Mon père venait d'Estavayer-le-Lac. Il est venu s'installer en Valais quand il était jeune. Et puis, je suis née à Sierre et j'ai grandi à Sierre. Ah, mais tu es née, tu es née ouais, je suis quand même fribourgeoise. Puis, un quart neuchâteloise et qu'un quart valaisanne. C'est intriguant. Donc, je me sens suisse, européenne. Enfin, je me sens du monde, citoyenne du monde, on dira. Mais t'es quand même née à Sierre, t'as grandi, oui. T'as fait tes écoles à Sierre. Ouais, à Sierre, mais pas très longtemps. Après, j'étais au collège à Sion, puis après, j'étais à l'Uni à Lausanne. Puis après, j'ai aimé voyager, en fait. Moi, j'avais besoin de raser les Alpes pour voir la mer. Et puis, c'est vrai que dès que je peux partir en voyage et m'évader, je suis preneuse, quoi. Donc, avec Maurice, vous voyagez quand même beaucoup encore aujourd'hui? Oui. Beaucoup, en effet. On va partir à Moscou bientôt, on est en train de préparer un voyage en Arménie, j'ai envie d'aller à l'île de Pâques aussi. L'année passée, on est allé au Liban, on a eu la chance parce que c'était juste avant ces événements. Puis on a rencontré des gens qu'on avait rencontrés dans le cadre d'Orient-Occident, hein, ce festival qui rassemble en fait cette culture de l'Orient, d'Afrique du Nord et puis occidentale qui se passe chaque année au mois de mai-juin au Château Mercier. Et puis, on avait rencontré, on avait invité en fait un vigneron du Liban avec lequel on a eu des échanges magnifiques. Une amie aussi, des amis du Liban qui nous a reçus là-bas. Enfin, tous, c'était un accueil chaleureux. Et ce vigneron du Liban, tu as eu l'occasion de lui faire visiter aussi le musée ici? Il a pu voir. Quel regard porte aussi des vignerons étrangers sur un musée comme celui-là? Oui, c'est intéressant. Alors, oui, alors on a visité le musée ensemble et puis c'est vrai que le regard est positif en fait. Et je me rappelle de Jean-Luc Étiévent qui est un spécialiste en fait des cépages anciens. C'est lui qui avait invité ce vigneron libanais. Et lui, il était absolument enthousiaste. Et il disait, moi je ne connais pas d'autres musées du vin où on fait un travail aussi en profondeur et on met aussi bien en valeur. Il est dithyrambique. Ça fait du bien de temps en temps parce qu'on a tendance à plus voir en fait au bout de quelques temps. C'est ça que je pose la question. Ouais, c'était sympa. Donc là, on est dans une salle aussi qui retrace le vin un petit peu sous toutes ses formes. Oui, on parle du vin aliment, du vin médicament, de la dégustation, les aspects sociaux, l'ivresse, le vin sacré. J'aime beaucoup d'ailleurs avec les Corona, Smirnoff, pour pas donner des marques, mais la comparaison entre... On n'a pas voulu nier, même si c'est une thématique qu'on n'a pas encore étudiée à fond, on n'a pas voulu nier l'aspect ivresse. Et puis, on parle de l'actualité, hein, parce qu'aujourd'hui, est-ce que les jeunes boivent encore du vin? Et il semblerait qu'ils boivent plutôt de la bière ou des alcools forts. Et puis, on était, quand on a travaillé sur cette inauguration de cette rénovation du musée, on était en plein dans ces événements en fait, de cuite rapide. Toi, tu dois connaître le terme Sympa pour moi. C'était un phénomène social, on était plus jeunes. Le Botellion, c'était pas quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, voilà. Mais je préfère le vin, je te rassure. Voilà, et puis c'est vrai que ici, dans cette vitrine où on voit un crachoir, où on voit des livres, aujourd'hui on déguste le vin, on y met des mots, on se réunit entre amis pour déguster les vins. Et comme disait Gilbert Garrier, un historien français, les bibliothèques se remplissent de livres sur le vin plus vite que les caves de bouteilles. J'aimais bien cette expression-là. Mais mon objet favori dans cette salle, c'est quand même la coupe d'accoucher. C'est un travail d'ethnologue, Samuel Pont, qui travaillait au musée du vin, qui avait fait une recherche sur cette coupe, qui est la coupe de l'accoucher. En fait, c'était le contenant d'un vin particulier qu'on servait à la jeune maman au moment de son accouchement. Et on a découvert en fait que c'était un vin qui était servi chaud et épicé, donc c'est un petit peu, ça nous fait penser un petit peu au vin qu'on sert à Noël, en fait, au vin chaud de Noël. Et puis, grâce en fait aux fiches d'inventaire qu'on a retrouvées au musée Cantonneau, on a pu voir que ces coupes d'accoucher prenaient deux formes différentes. Celle de gauche ici, forme de calice, et puis les autres, elles ressemblent tout à fait à des grolles Valdôtaines. Il y a énormément d'échanges qui se sont passés entre le Val d'Ost et le Valais. Et puis,
Ce qui était aussi intéressant, c'était... Alors, ce vin chaud épicé, franchement, on ne savait pas ça. Quand on te dit vin d'accoucher, toi, tu me dis quoi? Si je te dis, c'est quoi pour toi le vin d'accoucher, tu me réponds... C'est l'Humagne blanche. Ah, t'es bien, parce que et je pensais que tu allais me répondre Humagne rouge, parce qu'aujourd'hui, les gens répondent Humagne rouge. Plutôt, mais c'est l'Humagne blanc, parce que les premières attestations de coupe d'accoucher, c'est 16e siècle. Et puis, l'Humagne rouge arrive en Valais en 1945. Donc, c'était clair que c'était l'Humagne blanc. Mais c'était aussi le meilleur cépage que les gens avaient. Donc, il y a aussi d'autres mentions de cépage, mais c'est quand même avant tout celui-là. Et puis, dans cette vitrine... Bon, en plus, j'ai triché parce qu'il y a une bouteille d'Humagne blanche en dessous. Ça t'a influencé. Ça m'a un petit peu influencé. Puis le thermos, tu dois te dire, mais non, mais vous, vos vitrines quand même, elles sont un petit peu... il fait quoi ce thermos-là? Je me suis posé la question. Alors, en fait, c'est que... les sages-femmes qui travaillent à l'hôpital de Sion ont dit à Samuel que la coutume, qui vient avant tout du Val d'Airain, était toujours d'actualité et qu'on amène ce vin chaud, ce vin de l'accoucher, à la jeune maman, mais non plus dans ses coupes en bois. L'usage a été perdu, mais dans des thermos. Donc c'est un sujet toujours d'actualité. Une belle évolution entre l'époque et aujourd'hui, ouais, en effet. Oui. Alors, on va descendre dans la salle des vendanges. Ça marche. Et en d'autres, on sait que tu es quelqu'un d'assez actif, mais notamment pour la région de Sierre, tu as fait beaucoup. Il y a des projets qui t'ont particulièrement marqué, au-delà du vin. Ton activité ici au musée du vin, mais d'autres projets pour lesquels tu as œuvré pour la région. Oui, je dirais quand même la naissance de Vinéa. C'était un projet de la Jeune Chambre économique. J'étais présidente l'année où Vinéa a été créée. Toute la Jeune Chambre économique a travaillé dessus. On était une quarantaine de personnes, divisées en commissions. Les personnes croyaient à ce projet au début. Et puis en fait, dès la première année, ça a été un grand succès, donc une grande satisfaction. Et puis, c'est marrant, j'ai gardé le souvenir de cette époque-là, à la Jeune Chambre, on disait rien n'est impossible, on a un projet, on y va. Ah, c'est pas possible, on ne veut pas le savoir. Et puis, on y va. Avec ceux qui y croient, on y va, on fonce. Et puis, je crois que c'est toujours la devise de la Jeune Chambre économique aujourd'hui. Ouais, par contre, c'est vrai que Vinéa, c'est un projet, quand on pense aujourd'hui, la grandeur qu'il a pris, il a été initié par vous. Oui, complètement. Cette Jeune Chambre, elle avait aussi d'autres projets qu'elle a initiés. Oui, alors la Jeune Chambre, c'était avant, c'était les grands frères. Mais évidemment, le festival BD, c'était le plus important, la Sympa-Boom. Et puis aujourd'hui, il y a d'autres projets intéressants, mais tu m'aides. On aura l'occasion d'en parler une autre fois, mais c'est vrai qu'on a plein de projets avec la Jeune Chambre économique. Et, on essaye, on prend exemple sur, comme tu dis, nos grands frères et nos grandes sœurs de l'époque. Là, dans cette pièce, donc, il y a un écran géant avec un film. On peut s'asseoir là, regarder un film. C'est un peu l'idée de cette pièce. Oui, alors c'est une pièce qui est consacrée à la notion de terroir. On a vite abandonné l'idée de décrire les travaux l'un après l'autre, mais plutôt d'expliquer ce que c'est la notion de terroir, qui est un ensemble une adéquation entre un cépage, un climat, un sol, un vigneron. Et puis, c'est une notion très contemporaine. Quand on déguste les vins, on parle du terroir, en pensant souvent au sol, mais au vigneron aussi. Et puis, par rapport à l'architecture, l'architecte qui était le bureau Alser-Kobler de Zurich s'est dit, mais un musée, ça ne doit pas être qu'un endroit où on monte des objets inertes, il faut qu'il s'y passe quelque chose. Alors ici, c'est l'endroit qui est une petite salle de conférence. C'est super joli avec les bancs... Oui, en vitre, vitre. Et puis dessous, en fait, tu devines certains éléments. Il y a un espace pour les enfants. Alors, il faut se faire petit. D'accord. Et puis, il y a tout un espace pour les enfants avec des jeux qui sont un petit peu des jeux à l'ancienne, mais qui marchent toujours très bien. Il n'y a pas d'écran là-dessous. On peut écouter le son des oiseaux, mais on peut aussi faire des pulses. Enfin, c'est des jeux qui marchent très bien. Pendant que les parents visitent, les enfants peuvent jouer. Et puis, oui, exactement. Super bien pensé. Puis on a aussi un jeu qui est prévu pour les familles aussi, avec des questions, des réponses. Les enfants peuvent s'habiller en vigneron. C'était les petits paniers qu'on a vus à l'entrée. Oui. Et puis ce film, en fait, il a été tourné par David May. Donc, la cave Simon May et fils, qui a étudié à l'École. Ça se sent dans le film. C'est un film où il n'y a pas de commentaires, les images parlent. Donc, il s'adresse à tout le monde. On a des visiteurs qui viennent de tous les pays du monde. Alors, ça, c'est intéressant aussi.
Alors il y a une musique qui a été créée sur ce film, et là je l'ai mis tout doucement pour qu'on n'entende pas trop. Il dure combien de temps Il dure à peu près 20 minutes comme ça. Et puis il y a des images qui sont... les images sont très sensibles, elles sont très visuelles, elles ne cherchent pas à idéaliser. Quand on arrive sur les scènes d'hiver, eh bien on voit que le vigneron, il est dans le froid, je veux dire dans la grisaille, et puis on se dit, c'est un métier qui n'est pas si facile que ça à faire. Et puis là, on est ici, on voit les images d'hélicoptères, on a cherché à montrer la réalité. Le quotidien et le... Ouais. L'hélicoptère, dans des zones en forte pente, c'est très important. Alors l'usage de l'hélicoptère est remis en question, mais en même temps, peut-être grâce à l'avancée du bio, peut-être que ce sera un moyen qui pourra être encore utilisé. On n'en sait rien. Ça, c'est des questions qui sont brûlantes d'actualité et encore ouvertes. Ouais, tout à fait. Et là, on arrive un peu dans la partie la plus visuelle du musée, en tout cas. On voit tout de suite ce rouge, jaune, orange quand on arrive là. Oui. Alors c'est une salle très visuelle, pas facile à mettre des tonneaux et des objets de vendange. Alors on les a. Mais c'est vrai qu'en effet. Puis c'est intéressant parce que l'usage de la caissette, évidemment, voilà, ça dit les vendanges. C'est un moment aussi de clarté, joyeux. La vendange, c'est quand même la récompense du travail de l'année. Et avant, c'était un moment où on partageait ce travail. On faisait ce travail en famille, où le moment où la raclette, le pique-nique était tout aussi important, voire plus que le travail lui-même. Et ça, c'est peut-être une chose qui a moins changé par rapport à d'autres travaux de la vigne. On travaille. Il y a aussi des gens qui achètent aujourd'hui en équipe une vigne juste pour le plaisir de travailler, de se voir, d'avoir son propre vin et ces moments de rencontre. Et puis ici, quand même, on insiste beaucoup sur l'avancée de la qualité. Ce moment où déjà, on passe des récipients, des grosses brantes, où on ne pouvait pas tellement contrôler ce qu'il y avait dedans, à la caissette, où on a le souci de mettre du raisin qui est sain, où on a le souci de ne pas mélanger les cépages. Ces premières caissettes, elles sont arrivées dans les années 30, c'est Provins qui les a introduites, pour certains cépages, pour le pinot noir et la malvoisie. Pourquoi que pour certains cépages? Question de qualité. Et puis après, ça s'est répandu pour tous les cépages, les autres caves ont suivi. Et puis ensuite, on a utilisé les caissettes à vendange. Et puis aujourd'hui, on travaille aussi avec des... C'est marrant le retour au grand bac inox, parce que on pourrait retrouver le même problème qu'on avait à l'époque des brantes, on n'arrivait pas à tout contrôler. Mais aujourd'hui, on sait aussi que les gens sont des pros. En fait, ils savent qu'un bon raisin se fait à la vigne et puis que ça ne pardonne pas, quoi. Donc, si on veut faire un bon vin, il faut absolument le faire à la vigne. Et les petits bruitages qu'on entend au fond, là, c'est... Ah oui, c'est des sons. On est allé prendre des sons pendant les vendanges. Donc, on entend des... Ça doit être le bruit des caissettes qu'on tire ou... On entend parfois des voix. Ça, c'est le son du sécateur. Presque l'impression d'y être. Oui. Ça donne envie d'aller vendanger. Et moi, j'aime bien aussi ces serpes, ces serpettes à vendanger. Il y en a une qui vient du Valais et puis deux autres qui viennent des États-Unis, en fait. Alors, en Valais, on a utilisé des grosses serpes pour tailler la vigne. Ça, c'est plutôt des petites serpes qui servaient à vendanger. Mais assez rapidement, au début du XXe, parce que la maison Leia s'est installée, on a fait un progrès énorme et on a passé très rapidement au sécateur pour tailler et puis au vendangeur pour vendanger. Le vendangeur, il est ici. Mais aux États-Unis, j'y étais allée il y a quelques années en famille et puis on avait rencontré une famille vaudoise qui est installée là-bas et qui nous ont raconté en fait que les gens qui travaillent la vigne chez eux, c'est des Mexicains et qu'eux, ils ont l'habitude en fait de vendanger avec des serpes et que c'est important pour eux de permettre aux ouvriers de continuer à travailler avec cet outil-là. Et puis, je ne sais pas aujourd'hui si c'est toujours le cas, mais la serpette orange, en fait, elle m'a été donnée par l'œnologue d'une cave très réputée au Pusswan. Et il avait racheté tout en stock en Allemagne quand il a appris que la fabrication des serpettes, en fait, allait stopper. Parce qu'il tenait à ce respect du geste du vigneron, et je trouvais ça juste très touchant, quoi.
Donc toi, tu es allé dans la Napa Valley à l'époque. Oui. Ah bah nous, quand on va dans un pays, ça? j'ai même trouvé de la vigne à Bali. Hein. Ah, je pense que tu vas pas en trouver partout. Oui, au Vietnam, en Chine. Qu'est-ce qui différencie vraiment les vignes valaisannes avec les vignes d'ailleurs, selon toi? Alors, les vignes valaisannes, elles sont quand même caractérisées par la pente et puis l'altitude. Hein. Si tu vas dans le sud de la France, c'est pas le cas. Hein. Les vignes sont plates, en Argentine pareil, en Chine aussi. Par contre, tu as d'autres régions viticoles comme le Val d'Ost ou bien la région de Collioure en France où tu trouves aussi des vignobles escarpés, où tu retrouves aussi un petit peu les mêmes problématiques. C'est-à-dire les mêmes manières de concevoir la vigne, où c'est souvent des vignes qui appartiennent à des familles, c'est pas de la grosse industrie, on est plutôt du côté de l'artisanat. Je me posais la question aussi de la diversité des cépages. C'est vrai qu'en Valais, on a quand même beaucoup de cépages, par aussi la diversité de nos terroirs. Oui. C'est quelque chose qu'on peut aussi trouver ailleurs, ou c'est vraiment typiquement valaisan aussi, cette large palette de cépages? Alors on a presque une centaine de cépages autorisés, et plus de 60 cépages AOC. Donc au niveau suisse, c'est clair, on est là dans la région qui a la plus grosse diversité de cépages. Par rapport à la France aussi, tu vois, comme la Bourgogne, il y a juste 3 ou 4 cépages qui sont autorisés. Ouais. Hein, ça c'est des questions de législation, d'évolution. En France, certaines régions regrettent un petit peu cette perte des cépages autochtones. Nous, on a pu mettre, au moment des grosses crises, dans les années 80, 80, on a pu revaloriser, parce qu'on les avait conservés, des cépages comme le cornalin ou la petite arvine, qui sont devenus nos nouveaux emblèmes. Mais je parlais de ça avec José Huyamo, hein, qui est ampélographe, qui donne des conférences dans le monde entier, qui s'intéresse à l'ADN des cépages. On n'est de loin pas le pays où on a la plus grande diversité de cépages. Si mes souvenirs sont bons, il me disait que dans le monde, il y a à peu près, j'ai le souvenir de 4000 cépages, enfin plusieurs milliers de cépages différents. Alors voilà. Ouais, d'accord. On a encore le temps de déguster. Donc, pour en savoir plus, se référer à José Huyamo. Et ici, cette pièce, alors on est un peu dans la dernière pièce du musée. Ça, c'est un pressoir qui date de quelle année à peu près? Alors ça, c'est une très bonne question. Tu la poses par hasard ou tu connais l'histoire de ce... Ah oui. Ouais, c'est écrit 1790. Voilà, et puis, mais c'est incroyable. C'est marqué sur la plaquette 1790, et puis sur le montant vertical 1814. Et en fait, c'est un pressoir qui vient de Locke. On sait tout à fait bien d'où il vient. Et il était au château de Villa, en fait, parce que jusqu'en 2000, le musée occupait l'espace de l'Onothèque actuel du château de Villa. Et il était monté avec d'autres pressoirs, c'était la thématique de l'espace. Il a été ensuite mis en dépôt, et moi, quand j'ai repris la direction du musée, j'avais pas vu le démontage. On décide de remonter ici ce pressoir, parce qu'il a de la valeur, parce que on pouvait lui trouver une place. On l'amène par morceaux. J'arrive avec un spécialiste de la conservation du bois, une équipe de copains musclés. Il faut ce qu'il faut là. Ouais. Et puis tout à coup, on se retrouve face à ce dilemme, la plaque et là la fiche d'inventaire qui nous dit 1790, puis ce bois. Et puis on s'est dit, on fait quoi? Et puis mon copain qui est arrivé avec ses amis a dit, on le monte. De toute façon, tu vernis dans 2 semaines, donc tu n'as pas le choix. Et puis, tu verras après. Et puis, donc, pour en savoir plus, on a fait de la dendrochronologie. Donc, ça veut dire qu'on a extrait des petits morceaux de bois dans différentes parties de ce pressoir. Et c'est là qu'on a appris que, en fait, les arbres ont été coupés en 1812 et 13. Donc, la bonne date, c'est ça. Ouais. On ne comprend pas cette date-là. Ouais. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs bois différents qui ont été utilisés pour construire ce pressoir. La maie, donc la table qui reçoit la vendange, elle est en mélèze, imputrescible. Le raisin arrive, il est mouillé, donc voilà. Et puis, les montants verticaux sont en chêne, ils doivent être très résistants, hein, parce qu'il y a des forces énormes qui se passent pendant le pressurage. Et puis, la traverse, en haut, elle est en ormeau, qui est un bois qui était souvent utilisé
pour les pressoirs, aussi dans la construction des meubles. L'ormeau, qui est un arbre qu'on ne trouve plus aujourd'hui en Valais à cause du problème de la graphiose. Et puis, c'est un bois qui est plus facile à travailler, tu vois, le pas de vis qui s'insère là-dedans. Il fallait être très habile. Après ça, c'est exceptionnel, comme oui, c'est ça taillé. C'était tout un art, en fait, de construire ces pressoirs. Et puis, la vis, on n'a pas fait de dendro, mais on pense que ça pourrait être du chêne. Peut-être qu'à part ça, il était là pour un autre pressoir, et puis dans l'histoire, je ne sais pas, il s'est retrouvé là. C'est quand même étonnant que la date, elle est... Non, parce que moi, j'ai rencontré un des membres de la famille, donc qui connaissait, qui savait ou qui l'avait vu utiliser. Un des descendants, le fils ou le petit-fils. Donc impossible de se tromper, c'était bien ce pressoir-là. On a même une photo du pressoir en place, mais dans l'ancien musée, ici, je la vois pas. Bon, il faut garder toujours un peu de mystère, c'est bien. Non. On n'a pas toutes les réponses. Bah oui, d'aller à la recherche, c'est ça, hein. Tu poses des questions, tu essaies d'y répondre, et puis après, des nouvelles recherches confirment ou infirment, et puis c'est ça qui fait l'intérêt de la recherche, en fait. Complètement. Et là, la vitre, alors, se termine en haut encore avec la pièce des bouteilles. Oui, alors c'est un espace qui est consacré à l'image du vin. Ça, c'est autant dans toutes les autres salles, il y a toujours une recherche, une publication qui sous-tendent l'exposition. Là-haut, l'image, on s'est retrouvé une année où on nous a coupé nos budgets. Donc, une recherche qui a été interrompue avant même d'avoir été commencée. Mais on s'est dit que c'était une question importante, hein, l'image, la question des affiches, des étiquettes, des valeurs qu'on veut transmettre consciemment ou inconsciemment, la question des concours, des prescripteurs. Et puis on s'est dit, on fait cette salle, on pose des jalons, et puis ça ouvrira de nouvelles pistes de recherche. Et c'est le cas. D'ailleurs, on connaît déjà la thématique de l'année prochaine, et ça va dans ce sens-là, dans ce sens d'explorer ces nouvelles pistes en fait qu'on n'a pas fait durant ces 20 dernières années. Voilà. Magnifique. J'avais encore une question par rapport à la culture et toi. Je sais que tu as aussi été active dans la culture en Valais. De quelle manière? Alors, j'ai été membre du Conseil de la Culture jusqu'à la fin de l'année passée, j'ai fait 12 ans. Je me suis toujours beaucoup intéressée au théâtre, hein, puisque je m'occupais avec cette équipe de la Jeune Chambre bénévolement des caves de Courtine. Donc, j'ai fait en tout cas 20 ans de festival d'Avignon. Et puis, je m'intéresse beaucoup à l'archéologie, je fais de nombreux voyages là autour. L'art contemporain, je suis membre de Bizarre, qui est une association que Gottfried Tritten avait créée il y a une quarantaine d'années pour faire connaître l'art contemporain en Valais. J'en fais toujours partie. Donc, ça, tu vas y rester même après ta retraite, en fait, qui approche. Oh, c'est vrai que moi, je suis passionnée de culture, quoi. C'est l'essence de ma vie. Là, ça va quand même faire un peu bizarre d'ouvrir ta dernière saison, parce que le musée qui ouvre le 1er mars, c'est finalement ta dernière ouverture. Oui. Mais tu sais, en même temps, je me réjouis de profiter d'autant plus du Festival Orient-Occident, d'aller au TLH. Moi, j'aime beaucoup la programmation du TLH. C'est un théâtre contemporain qui permet aussi d'explorer d'autres pistes. Je m'intéresse à l'art contemporain, donc le théâtre contemporain m'intéresse aussi beaucoup. Et puis, c'est intéressant de voir à quel point il a su drainer un public qui vient d'ailleurs, parce que c'est un théâtre particulier, quoi. Et puis, qui met en valeur les créations, qui met en valeur la création valaisanne. Il n'est pas le seul, mais il est très présent de ce point de vue-là. Donc, et en plus, c'est un bel espace. J'aurais assez de choses à faire. Oui, tu n'auras pas de soucis, tu ne vas pas t'ennuyer, Ando. Non. Bon, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, vraiment, de pouvoir profiter un maximum. Je te remercie vraiment pour cette visite. Pour rappel, on peut la faire en plusieurs langues, hein, la visite du musée. Oui, en français, en anglais, en allemand, bien sûr. Génial. Il faut nous écrire sur notre site internet. Ouais. Voilà, là, on est à quelques jours d'ouverture, donc je pense que tu as pas mal de choses à faire. Alors, je te remercie vraiment d'avoir pris du temps pour nous. Merci à vous d'être venu. Tout le meilleur. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao, Ando. Un grand merci à Ando de nous avoir promenés dans son univers avec cette passion qui la caractérise si bien. On lui souhaite tout le meilleur pour sa future vie de retraitée. Mais avant cela, il lui reste une dernière saison comme directrice du musée du vin avec en point d'orgue l'exposition Vignes et Nature entre les lignes de la culture qui sera visible au musée Assières du 14 mars au 30 novembre 2020. Toutes les infos se trouvent sur le site www.museeduvin-valais.ch. Voilà, je crois que je vous ai tout dit.
Je vous remercie encore de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre. À très vite!